Yo les otaku, on va parler de l'épisode de la semaine de My Hero Academia, à savoir l'épisode 6. Il y a plein de choses à dire et à analyser. On se retrouve tout de suite après le générique. L'épisode commence avec quelques jours plus tôt, l'occasion de nous expliquer en détail le plan élaboré par les héros. Rappelez-vous, à la fin de l'épisode 5, on voit tous les héros débarquer pour affronter All for One et les vilains, sauf on n'a pas eu la définition précise du plan de ce qu'ils avaient prévu. Et là, du coup, ce petit passage de l'épisode 6, au début de l'épisode 6, va nous permettre de comprendre en détail ce qui a été élaboré par les héros et plus précisément par Aizawa. Du coup, le plan, c'est quoi? C'est de piéger les vilains, de les faire venir à un endroit, de leur tendre un piège, une embuscade, et de les isoler. Les isoler, ce qui va être le plus compliqué, vous allez le voir, on va en parler juste après. Et pour piéger All for One, il fallait que les parents de Hyuga et Yuga puissent faire venir All for One sans que All for One détecte qu'ils étaient en train de mentir. Et j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, de l'épisode précédent. Il fallait pour ça, soit que les parents soient hypnotisés, soit que quelqu'un utilise un alter. Et bah c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont utilisé un alter qui en quelque sorte hypnotise les parents et Hyuga. Et je l'ai dit dans la vidéo précédente également, je pensais à Shinso et c'est bien Shinso qui s'est chargé de cette tâche. Donc on le savait, Shinso ne pouvait pas influencer le cerveau des gens, sauf qu'il a travaillé sur ça à la demande de Aizawa et c'est grâce à ça qu'il a pu contrôler les parents de Hyuga et qu'ils ont pu mentir à All for One sans que celui-ci ne s'en aperçoive. Alors quand les élèves de la seconde de Deku apprennent que c'est Shinso qui vient les aider, on a le droit à une petite scène sympathique où tout le monde est content, c'est un peu euphorique, c'est du My Hero Academia quoi en gros. Et quand ils apprennent que Hyuga a décidé de les aider finalement, on a un peu dans la continuité des épisodes d'avant, cet effet, oh tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, c'est mignon, c'est un peu surfait je trouve, mais ça reste dans l'esprit de My Hero Academia, voilà. Donc la première partie du plan est un succès. All for One se déplace à la rencontre de Hyuga et il croit pouvoir piéger Deku, sauf que là, tous les héros débarque. Pendant ce temps-là, en fond, il y a une autre partie du plan qui se déroule, c'est-à-dire qu'il faut pas que All for One suspecte qu'il y a quelque chose de louche. Donc du coup, les héros, à travers le Japon, continuent ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire essayer de trouver All for One, tout en sachant qu'ils ne le trouveront pas. Ça fait partie du plan que All for One ait l'impression de pouvoir garder le contrôle et que les choses se passent comme il les a prévues. Du coup, en faisant ça, All for One ne se doute pas que les héros sont en train de lui tendre un piège. Et scénaristiquement, c'est super intelligent, je trouve, parce que du coup, ça nous justifie en partie, globalement, ça nous justifie complètement même le fait que tous les héros du Japon ne soient pas regroupés au moment de l'embuscade de All for One. Parce que oui, sinon, si t'es intelligent, tu tends une embuscade au plus grand méchant de l'histoire, qui va être accompagné de Shigaraki, de Dabi, de Toga, et bah tu rassembles tout le monde. Sauf que là, on voit bien que tout le monde n'est pas là et les héros se retrouvent en sous-effectif. Voilà, et ça justifie le pourquoi ils sont en sous-effectif, parce que tous les autres héros sont dans le Japon en train de faire croire qu'ils cherchent All for One. Après l'effet de surprise, l'autre partie du plan super importante, c'est de réussir à séparer les vilains, et plus précisément All for One, Dabi et Shigaraki. Oui, parce que les trois réunis, on sait que c'est la merde. Et c'est la partie la plus complexe du plan. Et là, Aizawa a une idée, de nouveau, et il a l'idée de utiliser l'alter de Black Mist grâce à Neto. Vous savez, Neto, ce personnage qui peut copier n'importe quel alter. C'est grâce à cet alter et en le copiant qu'il a déjà réussi à faire venir les héros par surprise face à All for One. Et c'est aussi grâce à cet alter qu'ils vont pouvoir essayer de séparer tout le monde. Sauf que ils peuvent pas utiliser l'alter, pousser les vilains dans les portails temporels de Black Mist. Ça serait trop facile. Du coup, ils ont mis en place des espèces de prisons métalliques pour enfermer, des cages métalliques, pour enfermer les vilains par groupe qui veulent les séparer. Donc là, c'est un peu, je vais pas dire abusé, mais comme par hasard, les vilains sont par groupe et ils forment les groupes que les héros avaient prévus. J'entends. Les vilains se sont tous enfermés chacun dans des cages et ils poussent les cages en les séparant, en les envoyant à différents endroits à travers les portails temporels. Et comme par hasard, Dabi, Shigaraki et All for One ne sont pas à côté à ce moment-là, ils sont dans des cages séparées. Bon. On va dire oui, c'est possible, le hasard peut faire bien les choses, mais je trouve ça un petit peu facile au niveau du scénario. Enfin bref, du coup c'est ce qui se passe, les vilains sont enfermés dans des cages, on nous dit clairement les cages, t'es bien beau avec tes petites cages de métal, mais on est quand même des super vilains, donc tu vas pas réussir à nous enfermer là-dedans bien longtemps. Et les héros le savent, il faut que ça se fasse en 3 secondes, il faut que la téléportation se fasse en 3 secondes, sinon c'est mort. Du coup, tout le monde y va un peu de son grand effort. Il y a déjà des réacteurs sur ces espèces de cages qui les dirigent vers les portails de Black Mist que Neito est en train d'ouvrir. Et tous les héros, ils vont de leur effort, utilisent leur alter pour soit accélérer les cages, les pousser. On voit par exemple Ochako qui utilise son alter de gravité
pour faciliter le transport, Bakugo qui lâche des grosses bombes sur la caisse pour qu'elle parte de plus en plus vite, et derrière ça, on a le discours de All Might qui se motive et qui motive tout le monde avec la petite OST. J'avoue, j'ai eu mes petits frissons, oui, voilà, je l'avoue. Et là, c'est la merde, les amis. Oui, parce que tout ne pouvait pas se passer comme prévu. Deku, qui devait être dans le groupe de Bakugo pour affronter Shigaraki, se voit agrippé par derrière, par une petite ficelle blanche, on se demande d'où elle sort, et le tirer lentement vers un portail. Et du coup, Deku est séparé du groupe avec lequel il devait se trouver pour affronter Shigaraki. Alors là, j'ai plusieurs choses à dire. La première chose, c'est que on apprend juste après que c'est Toga qui l'a tirée pour la faire entrer dans le portail temporel où elle se trouve, et du coup, Deku ne se trouve pas dans le groupe où il devait se trouver. Alors, on a vu juste avant qu'un Brainless avait brisé la cage où se trouve Toga. C'est ce qui a permis à Toga de pouvoir utiliser un portail temporel pour attirer Deku. Donc là, c'est logique, ok. Par contre, Deku se fait tirer par une espèce de petite ficelle et il voit Bakugo s'éloigner comme ça au loin, une scène très dramatique. On parle de Deku là. Est-ce que Deku, tu pouvais pas, avec ta super force, enfin je sais pas, c'est toi quand même le héros parmi les plus forts de tous, et tu ne peux pas contrer une petite ficelle comme ça qui te tire derrière. Là j'ai trouvé ça un peu facile. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu facile quand même. Parce que ça nous emmène du coup à quelque chose de négatif. Tout ne pouvait pas se passer comme prévu, je l'ai dit. Et le fait que Toga ait séparé Deku du groupe auquel il devait se trouver, c'est comme si elle avait jeté une petite boule de neige du haut de la montagne et que cette boule va dévaler la montagne et finir par une grosse avalanche. Oui, parce que du coup, Deku devait se retrouver dans le groupe avec Bakugo à affronter Shigaraki, et le fait qu'il n'y soit pas, eh ben, je pense que ça peut être grave le bordel. Ça pourrait faire tout simplement que l'ensemble du plan s'écroule. Alors je suis d'accord, il faut du suspense, le plan ne peut pas se passer comme les héros l'auraient prévu du début à la fin, sinon on est d'accord, la fin de saison ne va pas être intéressante. Il faut des rebondissements, il faut du suspense. Moi ce qui me déplaît, c'est, je vous ai dit, c'est cette petite ficelle là. Voilà, j'ai pas compris comment Deku n'a pas pu contrer ça. Il faut m'expliquer. Autre chose, c'est que Toga en faisant ça, certes, a mis un petit grain de sable dans la soupe, mais elle s'est foutue aussi dans la merde. Alors je pense qu'elle s'en bat un peu les couilles de se foutre dans la merde. Du coup, surtout qu'elle a attiré son petit Deku près d'elle et qu'on sait qu'elle le kiffe. Mais par contre, je vois pas comment Deku ne va pas pouvoir régler la situation là-bas face à Toga en 2 secondes. Pour moi, il doit pouvoir écraser tout le monde en 2 secondes et pouvoir aller essayer de rejoindre Shigaraki après. Et par contre, là, ça sera la plus grosse difficulté parce que ils sont séparés à différents coins du Japon, et le temps qu'il arrive à rejoindre Shigaraki, ça pourrait être le bordel dans l'autre groupe. Je pense que tout le monde pourrait déjà être mort. On verra ça dans la suite, dans les épisodes prochains. Mais voilà, je pense que Deku va pouvoir éclater tout le monde là-bas facilement et pouvoir aller essayer de rejoindre Shigaraki. Mais ça va pas être simple. Ça va pas être simple parce que Shigaraki, lui, a été téléporté dans une espèce de prison électrique qui est en gravité dans le ciel. Oui, vous m'avez bien entendu. Donc dans cette prison, on ne peut pas en sortir, mais on ne peut pas y entrer non plus. Donc en gros, même si Deku arrive à se sortir de la situation avec Toga et qu'il arrive à rejoindre le groupe de Shigaraki, il ne pourra pas rentrer aider ses copains. Et c'est ce groupe, puisqu'il affronte Shigaraki, qui demande le plus de personnes. En premier lieu, comme je vous ai dit, il se trouve dans une espèce de forteresse volante, donc c'est Yuei, qui est sur une plateforme volante qui est suspendue dans les airs, et tout autour, il y a un portail électrique. Pour que tout ceci fonctionne, il faut plusieurs choses, plusieurs interventions de plusieurs héros. Dans un premier temps, nous avons Mei, bien sûr, qui a conçu la forteresse. L'ingénieure super intelligente qui a conçu cette forteresse. Dans un deuxième temps, il faut pouvoir essayer de contrer les pouvoirs de Shigaraki. Shigaraki, qui a son pouvoir de désagrégation et qui l'utilise dès qu'il arrive. On voit, dès qu'il l'utilise, il est propulsé. Il y a un bloc qui sort du sol et qui le propulse dans les airs. Et du coup, il se retrouve contre la paroi électrique et là, il prend cher, le Shigaraki. Déjà, il prend cher parce qu'il y a le contact électrique. Et ensuite, l'électricité fait qu'il est paralysé, du coup, il se prend un méga coup derrière par Mirko. Bref. Mais du coup, il faut pouvoir contrer tout ça. Et ça a été prévu dans le plan. Une fois que le sol se désagrège, il est reconstruit automatiquement. Parce que derrière, on a l'équipe de construction qui est là et qui fournit les matériaux avec Creativity, je crois. Je crois que c'est son pseudo. La jeune qui a son uniforme rouge et qui fait sortir tout ce qu'elle veut de son corps. Elle fournit les matériels pour que la plateforme soit reconstruite automatiquement. Elle est accompagnée de d'autres espèces de gars qui fait du béton. Enfin, toute l'équipe, en gros, qui est capable de construire des choses est là pour reconstruire la forteresse au fur et à mesure qu'elle est détruite. Concernant la barrière électrique, on a aussi une équipe électrique qui est constituée de 4 héros, dont Denki. Il donne tout son possible, le petit Denki, toujours aussi fun. Et là, on voit la sauce et la barrière électrique est alimentée. Pas de souci de ce côté-là. Tout ce joli monde est commandé en gros par, comment il s'appelle, Besto Genist. Et lui aussi fait de son mieux pour essayer de contrôler Shigaraki. Mais en gros, pour l'instant, je vois pas trop à quoi il sert. Shigaraki,
il a ses petits câbles de métal et Shigaraki les désagrège au fur et à mesure. Honnêtement, pour l'instant, je vois pas trop l'utilité de ce personnage dans ce combat-là. Pourquoi est-ce qu'il a été mis dans ce groupe-là? À part peut-être pour diriger, je sais pas. Nous avons Bakugo et nous avons donc Mirko. Mirko qui saute partout et qui essaye de mettre le plus de coups puissants à Shigaraki. Bien que techniquement, je crois que ça ne soit pas très efficace. Et bien sûr, Shigaraki qui a énormément d'haltères. Il faut quelqu'un pour contrer ses haltères, pour l'empêcher d'utiliser ses haltères. Et donc sur une plateforme juste à côté, nous avons Aizawa. Ça, c'est la partie du plan que je trouve la plus intelligente. Nous avons Aizawa qui est avec Neito et qui est avec l'espèce de jeune de la seconde B. Vous savez, l'espèce de poisson. Donc Aizawa est en contact avec Neito. Du coup, Neito peut utiliser l'alter de Aizawa, parce que Aizawa n'a plus qu'un œil, et avec un seul œil, il l'a dit clairement, il ne peut pas arrêter Shigaraki. Du coup, ça fait 3 yeux. Hein, l'œil de Aizawa et les 3 yeux de Neito, qui utilisent le pouvoir de Eraserhead pour que Shigaraki n'ait plus d'alter. Et à côté de ça, pour que Neito ne perde pas ses yeux, nous avons l'élève de la seconde poisson, là, qui hydrate les yeux de Neito. Voilà, ça franchement, j'ai trouvé ça super intelligent. J'ai vraiment kiffé cette idée, franchement, je l'ai trouvé vraiment très bien construit. Aizawa, par contre, qui est certainement un des personnages les plus intelligents, voire le plus intelligent de My Hero Academia, sait que ça ne va pas suffire. Enfin, il se doute, puisqu'il le dit clairement, la fois précédente où nous avons affronté Shigaraki, on a pris cher, et pourtant, il n'avait pas son corps à 100%. Et aujourd'hui, il a son corps à 100%. Donc, qu'est-ce qu'il va nous réserver? Est-ce que tout ça, tout ce qui est mis en place, va suffire? Surtout que des coups qui était censé être la pièce maîtresse de ce plan, ils le disent, n'est pas là. Ça risque d'être le bordel, les amis. Et on le voit clairement, à la fin de l'épisode, Shigaraki développe son corps à 100%. Il n'utilise pas un alter, il utilise son corps. Donc, Eraserhead ne peut rien faire. Et là, on voit son espèce de bras qui commence à se former avec plusieurs doigts et qui s'agrandit, comme une sorte de mutation génétique, en gros, hein, clairement. Et il vient frapper Mirko, et honnêtement, on voit du sang partout sur les doigts, je suis pas sûr que Mirko soit encore vivante, j'ai l'impression qu'elle a été transpercée de toutes parts, et malheureusement, on perd sûrement la jeune Mirko, en tout cas si on la perd pas, si elle est pas morte, je suis pas sûr qu'elle puisse encore être efficace par la suite, mais moi ce qui m'inquiète le plus, et là je fais une petite analyse de l'opening, c'est que justement ces doigts, on les voit dans l'opening, et on voit Bakugo en haut d'une montagne de doigts, et il se retourne et on voit un gros plan sur ses yeux et je sais pas, mais son regard en dit long. Le fait qu'il soit sur cette montagne de doigts, le fait qu'on voit ça à la fin de l'épisode, hein, qu'on voit que ces montagnes de doigts sont l'évolution génétique du corps de Shigaraki et que en gros ils n'ont aucun moyen de le contrer. Je sais pas pourquoi, mais je pense que ça annonce du mauvais pour Bakugo, mon personnage préféré. Je le sens très mal. Voilà, si on fait une petite analyse de cette scène de l'opening et ce qu'on voit à la fin de l'épisode, et comme par hasard le fait que Bakugo soit dans le groupe qui affronte Shigaraki, je le sens très mal pour mon petit Bakugo. La saison 7 du coup s'annonce très explosive, je pense qu'on aura des combats jusqu'à la fin de la saison, puisque là on voit clairement qu'il y a 7 ou 8 groupes qui vont se combattre et du coup chaque épisode on va suivre plusieurs fronts. Du coup ça va être assez intense, un peu je pense comme la saison 2 de Jujutsu Kaisen où ça partait dans tous les sens et on n'avait pas une minute de répit. Là je pense que ce sera exactement pareil, on va suivre plusieurs fronts en même temps durant toute la saison et ça risque d'être intense et ça risque d'être intense aussi en émotion je pense. Voilà les otaku, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like pour donner de la force à la vidéo les amis, ça fera super plaisir. Pensez à la partager également. Vous êtes invités bien sûr à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si vous avez vu l'épisode, si vous avez kiffé. Dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire. Je réponds, enfin j'essaye de répondre à la plupart des commentaires. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner en activant la cloche. Comme ça, vous serez notifié pour les prochaines vidéos. Il y a une vidéo MHA toutes les semaines maintenant les amis. À bientôt les otaku. Tchuss!